Davidson. Je vous demande de vous arrêter. Faut déjà l'acheter là. Je charrie. Il faut déjà l'acheter. Là. Je vous demande de vous arrêter. On va rouler dessus parce que bon, c'est pas évident. Hein. Je vous demande de vous arrêter avec Martin, Laurent, Michael, Thomas, Alain. Bonsoir, je vous demande de vous arrêter de retour en ce lundi 7 janvier 2019. Bonne année à toutes et à tous, chers amis. Bonne année. Bonne année à tout le monde. Bonne santé surtout. Et oui, on vous a manqué, j'espère en tout cas vous nous avez manqué puisque la dernière émission était le lundi 10 décembre et on revient avec énormément de plaisir pour cette nouvelle édition de Je vous demande de vous arrêter et qui attaque 2019. À la réalisation, Mathieu. On l'applaudit un petit blanc, je pensais que quelqu'un le dirait à ma place. Ah bah non. Bon, j'espère que votre début d'année a bien fonctionné, vous êtes bien éclatés. Oui. Je crois savoir que Michael, tu as eu l'occasion de voir une exposition, c'est bien ça ? Ouais, la Cinémathèque à Paris. Exposition sur Sergio Leone qui met complètement en valeur, s'il y avait besoin de le faire, son œuvre entière. Donc on y voit des objets, des armes qui ont été utilisées, surtout des costumes d'Henri Fonda, costumes de Claudia Cardinal, vraiment très impressionnant, très émouvant pour moi pour des raisons... Alors ce qui est assez marrant, c'est que samedi matin, je me lève à 6h du matin et je me mets sur Arte. Et je me mets sur Arte samedi matin et je tombe sur un documentaire. Comme on avait décidé de parler de Sergio Leone, un documentaire sur Sergio Leone. Et là, je suis resté scotché pendant 1 heure. J'ai vu un super reportage qu'on a quasiment tous vu d'ailleurs, je crois, depuis. Tout à fait. Ouais, absolument. Et je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est un signe un signe de la vie, du hasard. Et j'ai été sur Internet et je me suis permis d'essayer de contacter certaines personnes. Donc ce soir, je vais remercier une personne qui s'appelle Noël Simsolo. Et Monsieur Bonneau qui travaille à la Cinémathèque de Paris qui m'ont dit il faut contacter quelqu'un. Ouais. Alors ce quelqu'un, c'est un monsieur qui était avec nous en ligne et qui nous écoute et qui est réalisateur, monteur, auteur, bref, un spécialiste du western européen. Ce monsieur a déclaré dans les westerns italiens, les visages sont des paysages. C'est bien ça, monsieur Jean-François Giré ? Oui, exactement, tout à fait. Tout à fait, Sergio Leone s'est éloigné des grands espaces de John Ford pour filmer des nouveaux paysages qui étaient les visages de ses héros. Voilà, il a filmé les paysages de ses personnages comme John Ford filmait Monument de Vallée. Oui. Donc, en ce qui si vous voulez, les visages, les rides de Charles Bronson ou de Clint Eastwood devenaient des paysages c'est les nouveaux paysages du Far West, les visages de Leone. Et Claudia Cardinal, quel paysage entre nous. Claudia Cardinal est magnifiquement éclairée, magnifiquement filmée. Je trouve que c'est un des plus beaux films qu'elle ait fait dans sa carrière. Alors on va dire que Sergio Leone c'est le renouveau du western qu'on va qualifier de western spaghetti. Alors ça, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce que moi, quand on a préparé l'émission et quand je vous ai eu au téléphone précédemment, je vous ai dit spaghetti, ça a peut-être pas aidé. Spaghetti, d'abord, c'est une formule qui a été trouvée par les Américains. Au départ, effectivement, c'était très péjoratif. Et puis, avec le temps, comme Leone a fini par être reconnu, c'est devenu un synonyme de qualité. Et Sergio Leone qui avait beaucoup d'humour, disait « Ah, bah oui, cette histoire de western spaghetti, c'est parce que les Américains croyaient que mes cow-boys utilisaient des spaghettis à la place des lassos. » Voilà. Ah, ils les mangeaient pas, c'était par rapport au lasso. Non. Le seul western italien dans lequel j'ai vu quelqu'un manger des spaghettis n'est pas un film de Sergio Leone, mais un film de Sergio Corbucci, oui. Mais il mangeait pas plutôt des haricots ? Il mangeait des haricots, mais ça c'est surtout avec Trinita. Dans les Sergio Leone, qui était un épicurien de l'image et un épicurien de la table, il y avait des repas absolument plantureux et magnifiques dans ces films, mais c'était ni des haricots ni des spaghettis. Non. C'était plutôt les tortillas mexicains ou des paellas mexicaines. Alors, c'est seulement avec les films de Trinita qu'on a vu apparaître les grandes poêlées de haricots. Terence Hill et Bud Spencer. Ouais, tout à fait. Et c'est beaucoup
plus loin, ça. Hein. On est déjà au milieu de l'aventure du western à l'européenne. Hein. C'est les années 70, on en est déjà un peu loin. Alors je pense quand même que ça a été une révolution. Moi, je suis en âge de les avoir vus, et à l'époque, on passait à la télévision française pratiquement uniquement des westerns américains avec John Wayne. On en a vu beaucoup, et on a eu beaucoup de réalisés d'ailleurs. Et puis un jour, je suis allé au cinéma. Et j'ai vu le premier film de Sergio Leone, c'est pour quelques dollars de pour plus. Une poignée de dollars. Pour une poignée de dollars, je vais y arriver. Et là, ça a été un choc. Parce que moi, ce qui m'a frappé, c'est la manière de mettre en image, c'est-à-dire la photo, telle que Sergio Leone le faisait. C'est tout à fait différent. C'est quelque chose, à mon avis, de magnifique, parce que il savait manier l'image, cet homme-là. C'est-à-dire qu'il a non seulement révolutionné l'iconographie du western, mais il en a aussi révolutionné la morale. Que le personnage est quand même assez étonnant. Si vous prenez la première séquence de Pour une poignée de dollars, on voit Clint Eastwood qui assiste à une rodomontade d'un petit garçon par des bandits mexicains, et le héros ne bouge pas. Ouais. Il est témoin immanent et immobile. Dans un western américain, vous aurez eu le personnage qui serait totalement, qui aurait agi différemment, et qui serait venu au secours du petit garçon, de la veuve et de l'orphelin. Dans le film de Leone, on prend un premier choc, il ne bouge pas, il laisse la violence s'installer. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, si vous voulez, Leone a gratté les incrustations romantiques, poétiques et morales du western américain pour ne laisser que son essence de confrontation violente et brutale. Là, on avait une totale inversion. Le héros devient un anti-héros. Vous voyez, moi qui sortais en 66 des westerns de John Wayne et de James Stewart, quand avec mon père, on a vu ça en 66 Pour une poignée de dollars, on a eu non seulement un choc esthétique, mais aussi un choc culturel, parce qu'on sortait vraiment du western classique à l'américaine, et effectivement là on a eu un véritable électrochoc. Si vous deviez définir d'autres codes du cinéma de Sergio Leone, qu'est-ce qu'on pourrait garder? La lenteur, l'immobilisme, ça en fait partie, c'est frappant quand on regarde ces films. De toute façon, Sergio Leone s'est inspiré d'un film japonais de Kurosawa pour son premier film. Donc on connaît déjà le rythme des films japonais. Il y a un aspect contemplatif. Donc Leone a repris ça, cet rythme sur le temps. Leone a toujours détesté les comédies italiennes où on parlait très vite, où les dialogues se chevauchaient. Donc lui, il a étiré le temps et lui qui avait un papa qui était un des pionniers du cinéma muet, chez Leone, il y a toute une expressivité du cinéma muet qu'on retrouve. Moins il y a de dialogue chez Leone, et mieux on avance dans son style et son esthétique. C'est en ce sens où tous ceux qui ont voulu comparer Tarantino, le cinéma de Monsieur Tarantino, qui a un cinéma extrêmement bavard par rapport à Leone, moi je vois pas du tout l'affiliation. Chez Leone, c'est l'image qui parle. Chez Tarantino, c'est le contraire, c'est les dialogues qui créent la tension dramatique, vous voyez. Donc Sergio Leone est reparti de l'expressivité du cinéma muet pour pouvoir gommer toutes ces grandes plages bavardes et pleines de psychologie qu'on avait dans le western américain. Mais c'est marrant que vous dites ça, parce que Michael le disait, nous on le ressent pas comme ça. Si, tu le ressens comme ça complètement. Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que je voulais préciser que je sais que la façon dont Clint Eastwood a été dirigé pour une poignée de dollars a complètement bouleversé la critique américaine, parce qu'ils ne comprenaient pas son jeu, et ils étaient presque choqués qu'un héros soit finalement pas si bon que ça, et ne dise rien, soit taciturne. C'était un nouveau modèle de héros, quoi. Mais vous aviez même déjà les producteurs de Sergio Leone, les producteurs de Pour une poignée de dollars, quand ils voyaient les rushs, ils étaient catastrophés. Ils disaient, mais ce type-là, qu'est-ce qu'il fout? Il fait rien, il m'ajoute son cigare, il ne fait rien. Oui. Mais pour eux, ça a été une catastrophe. Ils pensaient que le film allait être un flop absolument faramineux. Et effectivement, quand les Américains ont découvert ces films-là, ils comprenaient pas ce qui se passait, quoi. Vous comprenez, il n'y avait pas de réactivité de la part du personnage. Mais au démarrage, les films de Sergio Leone n'étaient pas produits par les Américains, c'est bien cela? Non. Le premier film, c'est une coproduction italo-espagnole et allemande.
D'accord, mais ça a tout changé après. Le premier film dans lequel les Américains ont investi de l'argent, c'est Le Bon, la Brute et le Truand sur le plan financier. Oui. Les deux premiers, c'est purement italien. Bon, c'était distribué par MGM, mais il n'y avait pas de financement encore. Le financement du côté américain a commencé avec Le Bon, la Brute et le Truand. Là, aujourd'hui, parce que Sergio Leone, il est connu essentiellement pour les westerns, mais il a aussi réalisé des péplums. Il était plutôt lui intéressé par les polars, c'est ce que vous expliquez dans votre reportage. Alors, oui, il y a une légende qui raconte comme quoi Sergio Leone, étant donné qu'il est devenu le père du western à l'italienne, était un véritable amateur de western dans sa jeunesse. Ça, c'est une légende. Leone nous a toujours dit, il l'a dit, lui, ce qu'il préférait après à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand il a redécouvert le cinéma américain qui arrivait en Italie, lui, c'était surtout le film noir, le film policier. Il adorait les westerns, mais en premier, c'était plutôt le film policier. Et d'ailleurs, on pourrait dire que parfois, ces westerns ont des allures de films noirs. Ouais, complètement. Avec cette ambiance et ces lumières. Tout à l'heure, vous évoquiez aussi la lenteur. Moi, bon, voilà, tout le monde le connaît, mais ces duels interminables accompagnés de ces musiques, l'introduction de Il était une fois dans l'Ouest, ou avec la mouche. Enfin, je sais même pas comment ils ont dressé une mouche. Comment ils ont fait? Comment il a fait? Ça m'a toujours questionné quand j'étais petit. Ils ont mis du sirop d'érable sur le visage de Jack Elam. La séquence, ils ont mis une journée pour la tourner. Et Almeria, c'est un endroit en Andalousie, il fait très chaud. C'était en plein été. Effectivement, Jack Elam a beaucoup souffert de tourner cette séquence. Effectivement, il avait ce sirop qui dégoulinait sur son visage en permanence. Et il y avait une véritable mouche. Oui, je crois qu'à un moment, il y a un tout petit bout de trucage avec une fausse mouche, mais au départ, c'est une vraie mouche. Oui. Et est-ce que vous confirmez le fait que sur Il était une fois dans l'Ouest, le démarrage devait se faire avec les trois protagonistes d'Un Bon, la Brute et le Truand? Alors Leone, qui avait beaucoup d'humour et une certaine ironie, il voulait détruire l'image de ces trois héros. Effectivement, il avait prévu que Clint Eastwood, Lee Wallach et Lee Van Cleef soient les trois tueurs qui attendent Charles Bronson à la gare. Et Lee Van Cleef avait dit d'accord, pas de problème, et Lee Wallach aussi, mais Clint Eastwood a refusé. C'est lui qui a refusé en disant « Ah mais Sergio, on ne tue pas le mythe ». Voilà. Oh les go. Est-ce que donc Leone s'est retranché sur trois acteurs intéressants, dont effectivement un acteur fordien qui est Woody Strode. Et là, c'était à la fois pour lui un hommage à John Ford et en même temps une belle ouverture sur ce film-là, qui est le plus américain des films italiens et le plus italien des films américains. Ouais. Alors à l'époque, on sait que Clint Eastwood tournait dans un feuilleton qui s'appelait Ride. Et moi, je voulais savoir si vous pouviez nous dire deux mots sur le choix de Clint Eastwood, parce que bon, Ride, ça avait pas grand chose à voir. Enfin, non. C'était classique. Ride, on était carrément dans le classicisme pur et dur du western américain. Mais au départ, Leone n'avait pas choisi Clint Eastwood, il voulait Henry Fonda, absolument. Ouais. Henry Fonda n'a jamais reçu le scénario, je crois que c'est son agent qui a bloqué le scénario. Donc Henry Fonda n'a jamais reçu le scénario. Ensuite, Leone voulait James Coburn, parce que ce qui l'intéressait beaucoup, c'est son côté un peu félin, comme ça, personnage un peu lent, souple, c'est ce qui lui plaisait, et un personnage qui parlait pas beaucoup. Il l'avait repéré essentiellement dans Les 7 mercenaires. Bon, effectivement, pour la production, James Coburn était trop cher. Ensuite, Leone s'est retranché sur Charles Bronson, parce que ce qui l'intéressait chez Bronson, et après il nous l'a prouvé avec Il était une fois dans l'Ouest, c'est le côté visage de marbre, le côté froid, voyez. Et donc Bronson lui a refusé en disant « Oh non, mais ce scénario est complètement débile, je ne tournerai jamais ça ». Et donc Leone était pris de court. On lui avait proposé deux acteurs, un acteur américain qui tournait déjà dans les studios à Cinecittà, Rod Cameron, qui était un acteur de western spécialisé dans les séries B américaines. Leone n'en a pas voulu, beaucoup trop classique comme carrure. On lui a proposé Richard Harrison, qui travaillait pour la production de Leone. Il n'en a pas voulu, et finalement, Leone a vu un épisode de la série Rawhide qui lui a été proposé par une agence de comédiens américains installée à
à Rome, et il s'est dit, tiens, celui-là, il me plaît, il a un petit côté de James Coburn, comme ça, un peu, il se déplace lentement, il parle pas beaucoup, il a des gestes, il est à minima, et ça lui a plu. Et là, effectivement, la production a appelé Clint. Clint était libre parce qu'il y avait une interruption du tournage de Railroad. Il s'est dit, après tout, pourquoi pas, je vais aller tourner un western en Europe, on verra bien. Et puis voilà, les choses se sont passées comme ça, quoi. Et effectivement, le miracle, c'est que Léon et Clint Eastwood se sont entendus comme larrons en foire. Léon voulait renverser les conventions du western classique, et Clint Eastwood, ça lui plaisait beaucoup parce qu'il sortait d'une série Railroad qui était d'un sérieux conformisme sur le plan du style et du scénario. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, ce qui est vraiment étonnant, et là encore vous nous le précisez dans le reportage passé sur Arte, c'est que Léon adorait Eastwood, mais ça n'a pas été si simple avec Rod Steiger sur Il était une fois la Révolution, c'est bien ça ? Sur Il était une fois la Révolution, ça a été dramatique parce que d'une part, Rod Steiger ne comprenait pas du tout ce que voulait Léon. Léon, il lui disait, mais tu n'es qu'un voleur de poulet. Et l'autre, il pensait qu'il était une sorte de Zapata, de Pancho Villa, et il lui donnait une dimension mystique. Il était déjà un révolutionnaire dans sa tête, alors que Léon lui dit, non, tu n'es qu'un voleur de poulet, un bandit anarchiste. Et l'autre ne comprenait pas. Il y a eu une incompréhension totale au début du tournage, et finalement, après cette dispute homérique dont vous avez entendu des extraits dans mon film, ça s'est très bien passé par la suite, et Rod Steiger a compris ce que voulait Léon. Puis surtout, Léon détestait, vous savez, le style actor studio, vous savez, où on est très intériorisé, ou comme ça, vous savez, à la Marlon Brando ou à la James Dean. Il détestait ça, et Rod Steiger était empreint de cette école-là, et Léon a tout fait pour gratter ça. C'est pour ça qu'il tournait énormément de prises, et à un moment, Rod Steiger dit à Léon, il dit, mais pourquoi, Sergio, tu tournes 30 prises avec moi et une seule avec James Coburn? Il lui dit, parce que t'es un comédien formidable. Et en plus, il avait beaucoup de réparties. J'aime tellement tout ce que tu fais, c'est extraordinaire. Je vous coupe, Jean-François, Léon mais a cherché à épuiser Rod Steiger pour qu'il puisse se débarrasser de ses tics de l'Astor Studio. alors ouais, je vous coupe. On ferme les yeux, on y est, les gars. Moi, j'ai des images qui viennent comme ça. C'est impressionnant. Et comment dire, aujourd'hui, un comédien comme Rod Steiger qui dit moi je joue pas comme ça, il dégage du plateau où il s'adapte, où ça s'est très très mal passé. Rod Steiger est parti dans sa roulotte, il s'est enfermé pendant plusieurs heures, même je crois pendant plusieurs jours, et c'est James Coburn qui a rétabli le dialogue entre Léon et Coburn. Ah oui. Ah, quand même. Oui. Mais vous savez, à la fin, Léon, il était très content de Rod Steiger, et Rod Steiger disait une phrase magnifique, il disait, Sergio Leone adore l'Ouest américain, mais ce n'était pas assez grand pour lui, il a donc créé son propre Ouest, où tout était plus grand et plus sonore. C'est quand même assez joli. Justement, vous en parlez, sonore. Je vous propose, c'est que on écoute une musique fondatrice du cinéma de Sergio Leone avec son comparse Ennio Morricone. Vous nous avez dit que pour vous, une des musiques phares représentatives du cinéma western de Sergio Leone, c'était L'homme à l'harmonica. C'est bien ça ? Oui, tout à fait. Là, ils sont arrivés à un sommet de leur collaboration absolument magnifique. Oui. Alors, ce que je vous propose, Jean-François, les amis, c'est que on l'écoute et puis on vous retrouve juste après Jean-François. Donc on s'entretue en même temps. On va pouvoir écouter ça religieusement. C'est 3 minutes. Tous au saloon. 3 minutes 30 de pur bonheur. À tout de suite, Jean-François. À tout.
demande de vous arrêter. Laurent. Martin. Michael. Thomas. Alain. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Oh là là, mais c'est bon. Que du bonheur. Toi, tu c'est vraiment très bon. Ouais. Alors Jean-François, vous avez pu écouter attentivement cette musique, vous la connaissez, j'imagine que vous avez même les albums chez vous de Ennio Morricone. Oh là là, j'ai commencé très jeune. Dès que les films sortaient en salle, je me précipitais chez le disquaire du coin. Donc du coup, vous les avez en vinyle ou en CD? C'est un grand débat chez nous. En vinyle. En vinyle et en CD, après, parce que dans les CD, il y avait des suppléments, il y avait des thèmes qui n'étaient pas dans le vinyle, oui. Et quand vous avez le vinyle avec le nom en italien ou en anglais? Ou les deux? Ah, alors là, vous allez... vous mettez le doigt sur le collectionneur fou, parce que moi j'avais les éditions françaises, les éditions italiennes, les éditions américaines et japonaises. D'accord. Ah oui, mais quand même. Les musiques sont les mêmes, mais peut-être pas les visuels. Ah non, les pochettes sont pas les mêmes. Oui. Et certaines ont pris, je crois, beaucoup de valeur avec le temps. Je pense. Alors non seulement nous avions les 45 tours, mais il y avait les 33 tours aussi. Il y avait pas mal de versions. Et toutes ces musiques sont issues des créations de Ennio Morricone. La relation entre Sergio Leone et Ennio Morricone, justement, c'est ce dont on souhaite parler avec vous, Jean-François. Elle était très compliquée. Ouais. Elle était très compliquée parce que, si vous vous souvenez, dans mon documentaire, à un moment, Noël Simsolo dit « Ah, mais Sergio faisait absolument pas confiance à Ennio Morricone. » Exact. Ce qui est vrai, c'est fou. Qui est un peu l'angoisse de tous les cinéastes. Vous savez, beaucoup de cinéastes ont des rapports très, je dirais, un peu névrotiques avec la musique de film parce qu'ils ont toujours peur que la musique de film va leur manger leur film. Vous savez, il y a des gens qui ont des réactions comme ça en disant « Oh là là, si on met de la musique là, c'est la musique qui va l'emporter sur ma mise en scène, sur le jeu de mes acteurs. » Il y a un peu cette angoisse-là chez les cinéastes, et en particulier les cinéastes français, alors que Leone, c'était le contraire. Il fallait que pour lui, la musique, Morricone, c'était son vrai scénariste. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Leone, moins il y avait de dialogue, et plus il était content, et plus il y avait de musique, et que la musique soit l'âme du personnage, l'expressivité du personnage et de la dramaturgie, plus il était content. Je crois que Leone aurait rêvé de films presque muets avec de la musique et sans dialogue. Ça veut dire qu'en fait... Dans le sens où il y a une problématique par rapport à Monsieur Tarantino, qui lui, effectivement, il a une admiration sans borne pour Sergio Leone, on le comprend, mais je pense qu'il n'a pas du tout eu la même démarche, parce que ce sont des films très très dialogués en ce qui concerne ceux de Monsieur Tarantino. Vous voyez, la différence est là. Donc entre Leone et Morricone, il y avait à la fois une osmose parfaite entre les deux, mais en même temps, Leone le surveillait Morricone du coin de l'œil, des fois qu'il lui refourgue une vieille musique qu'il n'avait pas pu caser dans un autre film. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il faisait. D'ailleurs, à un moment, Leone s'est rendu compte que Leone lui ressortait des musiques qu'il n'avait pas pu placer dans d'autres films, et il allait les rechercher et il trouvait des choses intéressantes pour ses films. D'ailleurs, vous voyez bien ce qui est raconté dans mon film, la musique de Pour une poignée de dollars, c'est pas une musique originale. C'est une musique qui est préexistée au film et qu'il a arrangée. Mais en règle générale, Ennio Morricone faisait la musique avant le film ? Ah non, non. La première fois où Ennio Morricone a écrit la musique avant le tournage, c'est seulement à partir du Bon, la Brute et le Truand. Et là, Leone a commencé à diffuser la musique sur, une maquette. C'était pas une orchestration définitive. Il avait une maquette des thèmes et il diffusait les thèmes sur le plateau. Il a commencé seulement avec le Bon, la Brute et le Truand. Les musiques étaient donc jouées sur le plateau. Parce que il s'y est pris au jeu lui-même, puis les acteurs le réclamaient, quoi. Quand il a diffusé la musique Il était une fois dans l'Ouest à Henri Fonda, il lui disait mais dis non Sergio, là, pourquoi tu mets pas de la musique dans cette séquence? Ils s'étaient pris au jeu, ils avaient tous envie, parce que ça donnait le tempo particulier du film et la poésie des films de Leone. Non seulement les plans, les mouvements de caméra, les travelling, les plans à la grue étaient synchronisés sur la musique, ce qui donne cette poésie particulière qu'on voit dans les films. Ce qui est incroyable, c'est que Ennio Morricone explique dans votre documentaire, on le voit dire, voilà, Sergio Leone m'explique quels sont ses cadrages, quels sont les plans qu'il va faire, et je sais précisément... C'est impressionnant, quoi. Vraiment. Oui.
Oui. Mais vous savez que le père Léon, même chez les producteurs, il donnait jamais de scénario, il racontait le film pendant 2 heures. En imitant tous les personnages, en imitant les bruits, en imitant l'intervention de la musique, tous les bruitages. Et ça, il adorait faire ça. Et c'était un vrai spectacle. Et quand un producteur voyait un réalisateur lui raconter le film comme ça, comme un gosse en fait. Ça passerait plus aujourd'hui, ça. Ça passerait plus chez les producteurs présenter un film comme ça aujourd'hui. Bon, si Léon était vivant, on dirait monsieur Léon, il n'y a pas de problème. Mais si un jeune cinéaste aujourd'hui s'amusait à faire comme Léon, je pense qu'il passerait pour un fou. Oui. C'est-à-dire il en existe un, et il s'appelle Alexandre Astier. Il fait quasiment tout dans ses films et ses séries. Il fait la musique, il fait toute la direction d'acteurs. Enfin, je sais pas ce que vous. Mais vous imaginez, vous avez un projet sous le bras. Vous dites au producteur, non monsieur, je veux pas vous donner le scénario, je vais vous raconter le film, je vais vous faire tous les bruitages, toutes les répliques. Le type, il va vous regarder en offrant en disant, qu'est-ce que c'est que ce cinglé. Et d'ailleurs, Sergio Leone, quand il a contacté Claudia Cardinal, il lui a pas donné de scénario, il lui a raconté tout le film. Et figurez-vous que Leone a fait la même chose avec le producteur d'Il était une fois en Amérique, Arnold Minchan. Et Minchan, au bout d'une journée, il a dit, bon bah Sergio, je signe. Il les avait à l'usure. Oui, mais vous savez que Léon avait ses films plan par plan dans sa tête. Il n'a jamais utilisé de storyboard comme font les Américains. Il n'y a jamais eu de storyboard des films de Sergio Leone. Il avait tout dans la tête, plan par plan. Non, c'est un collectionneur qui a un peu... Il était une fois en Amérique à Arnold Minchan, et Minchan, il a signé. Et quand on avait dit à l'époque, on en avait parlé, qu'il avait repris plan pour plan le film de Kurosawa, vous m'avez dit que c'est faux, cette idée est totalement fausse. Non, Léon a repris la structure, la dramaturgie, il a repris des situations du film, mais pas plan par plan. Comment voulez-vous qu'il puisse faire ça? Il y a même des gens qui ont raconté que Léon avait une table de montage sur le tournage et que tous les jours il regardait les séquences qu'il allait copier et plagier. Ce qui est faux, puisque Clint Eastwood raconte qu'il n'avait pas l'électricité sur le tournage, ils étaient obligés d'aller faire caca derrière les arbres. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de toilette sur le tournage. Alors vous imaginez Léon avec une table de montage en train de regarder. Non mais c'est une plaisanterie, ça, c'est une plaisanterie. Non, c'est parce que vous avez beaucoup de gens qui ont voulu dévaloriser le travail de Léon, oui. Mais c'est vrai qu'il s'est inspiré de beaucoup de films. C'est un vrai remake, mais Léon avait un style tellement particulier qu'on dépasse le film de Kurosawa. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir que Kurosawa, qui a réclamé des droits en tant que, disons, remake plagiat, a gagné plus d'argent avec les recettes du film de Léon au Japon qu'avec son propre film. Et d'ailleurs, vous devez certainement le savoir, Walter Hill a fait un autre remake qui s'appelle Dernier recours avec Bruce Willis. Justement, je travaillais parce que là, je prépare un livre qui va sortir avec le DVD de la version longue, et je parlais de ce film de Walter Hill, qui est une catastrophe. Ah oui. C'est une catastrophe, mais c'est un film hyper bavard, parce qu'il y a une voix off continuelle de Bruce Willis dans le film. On est à milieu de Léon. Il n'a repris que la structure des deux clans qui sont auto-détruits par un personnage au milieu, mais c'est une véritable catastrophe. D'ailleurs, le film a été un échec cuisant aux États-Unis et en Europe. En plus, c'est bourrin, mais alors, ça flingue à tout va. On est dans les années 20, je crois, c'est ça. On dézingue dans tous les sens, mais c'est à milieu du cinéma de Léon. D'ailleurs, moi, je vais vous dire, je sais pas parce que j'adore Sergio Leone, mais je trouve que Sergio Leone a beaucoup été copié, mais mal imité, très mal imité. Alors, est-ce que vous faites... Il y a beaucoup de gens qui se réclament de lui, effectivement, qui ont des influences, mais jamais on a réussi à dépasser son style. Il y a quand même un super clin d'œil. Il a influencé surtout la génération des années 70, les Scorsese, les Coppola, les Carpenter, tous ces gens-là, ils s'en réclament, les Walter Hill et tous ces gens-là. Donc effectivement, ils ont été influencés parce qu'il les a décomplexés de toute la morale anglo-saxonne, puritaine, la manière de filmer la violence, etc., etc. Mais jamais personne n'a réussi à dépasser le style de Léon, parce que Léon, il nous surprenait à chaque fois. C'est ça. À chaque fois qu'on voyait un film de Léon, on était surpris, on se disait ça y est, il va nous refaire le même, mais pas du tout. Il y a une évolution constante vers une montée progressive de son art. C'est pour ça que moi, mon film, je l'ai monté dans la chronologie, parce que à chaque fois que Léon faisait un film, c'était un palier supplémentaire pour arriver au chef-d'œuvre absolu avec Il était une fois en Amérique. J'aurais pas pu raconter l'évolution artistique de Sergio Leone dans le désordre, ça n'aurait pas fonctionné. Il fallait qu'on montre bien qu'il y ait une progression à chaque film.
Alors, tout à l'heure, vous disiez que effectivement beaucoup s'en sont inspirés. Moi, je fais une distinction. Je voudrais savoir si cette distinction elle est pertinente ou fausse. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui l'imitent et puis il y a ceux qui font un clin d'œil. Et je pense à Robert Zemeckis dans Retour vers le futur 3, où pour moi, j'y vois plus un clin d'œil où Robert Zemeckis. Alors, je vais vous dire, les premiers clins d'œil, c'est les confrères de Sergio Leone qui ont fait des westerns, que ce soit Corbucci ou Sonima. Vous avez pas mal de clins d'œil. Si vous prenez El Mercenario avec Franco Nero et Tony Mesante de Sergio Corbucci, qui est un de ses meilleurs westerns, qui est un western révolutionnaire, vous avez quand même une scène de duel dans une arène de corrida. C'est un sacré clin d'œil à Leone. Non seulement il lui rend hommage, mais c'est un clin d'œil. Et c'est vrai que les Américains, plus d'une fois, ont rendu hommage à Leone. Il y a aussi dans Mort au vif de Sam Raimi, où une séquence de pendaison qui rappelle Il était une fois dans l'Ouest. Il y a beaucoup de clins d'œil. Oui, tout à fait. Et qui sont d'ailleurs quand ils sont simplement au niveau du clin d'œil ou même du simple pastiche, là ça fonctionne. Mais de là à vouloir avoir l'ambition de faire un film à la Leone, c'est un peu difficile quand même. Aujourd'hui, Leone, il était imprévisible. À chaque fois, il nous créait des surprises. Donc même s'il avait filmé les fameux 900 jours de Leningrad, on aurait eu encore un autre film, un film différent. À chaque fois, il se renouvelait. C'était assez étonnant, quoi. Et nous, spectateurs, quand on découvrait ces films-là, on disait mais qu'est-ce qu'on va voir ? Et à chaque fois, on était surpris. Est-ce que Kubrick a piqué sur Leone ? Non, je pense pas que Kubrick ait piqué, mais ça lui a permis de traiter la violence comme il l'a fait dans Orange Mécanique. Là aussi, ça l'a décomplexé, entre guillemets, ce qui n'est pas, je dis pas ça dans un sens péjoratif, mais même, on pourrait le dire même pour Sam Peckinpah. D'ailleurs, Peckinpah lui-même et Kubrick disaient, sans Sergio Leone, on n'aurait pas fait l'un Orange Mécanique et l'autre La Horde Sauvage, effectivement. Parce que Leone avait traité la violence d'une manière très réaliste, je dirais même néo-réaliste, puisqu'il a été un enfant du cinéma italien du néo-réalisme. Donc là, effectivement, il a beaucoup apporté à ces gens-là. Ça leur a permis d'aller plus loin que l'autocensure dans laquelle beaucoup de cinéastes se cantonnaient, cinéastes américains, par rapport à la violence surtout. C'est vrai que aujourd'hui, peut-être quand on voit Orange Mécanique, on dit ah oui, mais à l'époque c'était quand même assez surprenant. Et La Horde Sauvage, là aussi avec le film de Peckinpah, on a eu un choc cinématographique très fort quand on a vu La Horde Sauvage pour la première fois en 1969. Oui, et c'est grâce à Leone, je pense. Là, oui, tout à fait. Mais eux-mêmes, les cinéastes le reconnaissaient. Henri Fonda qui tue un gamin. Voilà. Ah bah ça a été le grand choc pour le public américain. Nous, on n'était pas surpris parce qu'on était habitués à la violence dans les films de Leone, mais pour les Américains, ça a été un choc très très grand parce que Henri Fonda qui a joué des personnages positifs, qui a joué le président Lincoln, qui a joué le faux coupable chez Hitchcock, tout à coup se retrouver dans la peau d'un salaud intégral et qui massacre non seulement toute une famille et qui tue froidement un petit garçon, ça a été terrible pour les Américains. Et d'ailleurs, moi je me souviens avoir vu un documentaire dans lequel Jane Fonda et son frère, Peter Fonda, qui étaient plutôt des démocrates assez libertaires, ils avaient été choqués que leur papa tourne cette séquence. Il disait mais c'est pas possible, pas lui. En parlant de tout à l'heure, Leone l'a fait exprès, hein, c'est pour ça. Alors, je sais pas si vous connaissez l'anecdote. Henri Fonda est arrivé sur le tournage, il s'était noirci les cheveux, il s'était mis des verres de contact marron, il s'était laissé pousser une barbe, une moustache très brun, Il disait à Sergio, tu vois, voilà, je suis venu avec mon look de méchant. Et Leone était très déçu, il disait, oh là là, c'est pas ça que je veux. Et Leone, de jour en jour sur le plateau, il lui disait, tiens, aujourd'hui t'enlèves la barbe, aujourd'hui t'enlèves la moustache. Ah ben tu vas reprendre la couleur de tes cheveux, et puis on va finir par enlever les lentilles de contact marron. Et Fonda, il comprenait pas, il dit mais qu'est-ce qu'il fait Sergio, qu'est-ce qu'il veut? Et effectivement, quand Sergio Leone tourne la fameuse séquence de l'attaque de la ferme avec les hommes d'Henri Fonda, il comprend que cette caméra qu'il a dans le dos qui arrive vers lui vient dans son regard et tout de suite c'était pour créer ce choc. Ah mais oui, c'est Henri Fonda. Alors, moi, c'était le grand choc. Et là, Fonda, il a dit ah oui, Sergio, ça y est, j'ai compris ce que tu veux. Tu voulais le regard bleu d'Henri Fonda. et c'est vrai que ce plan, ce travelling est magnifique. Il arrive de derrière, il le raccorde dans son regard. C'est magnifique.
toute cette violence dont Sergio Leone a fait part dans ses films, moi ça ne m'a jamais vraiment choqué parce que je sais que c'est du cinéma. Pour autant, ça a dû défrayer la chronique à l'époque et je m'interroge sur l'héritage de ce que ça a apporté au cinéma de Clint Eastwood dans ses premiers westerns. Je pense à L'Homme des Hautes Plaines parce que là aussi il y a énormément de violence. Je vais peut-être vous surprendre, mais je l'ai déjà dit plus d'une fois. Je trouve que L'Homme des Hautes Plaines, effectivement, il y a un hommage à Sergio Leone, mais je pense que ce film-là, il est plus proche de Sergio Corbucci que Sergio Leone. D'accord. Parce que dans le traitement de la violence et surtout dans le fait que le personnage est un mort-vivant. Si vous regardez la version originale du film et pas la version française de L'Homme des Hautes Plaines, vous comprenez en fait que c'est un fantôme qui est venu se venger. Alors que dans la version française, on nous dit que c'est le frère de Clint Eastwood qui revient. Oui, tout à fait. Et le côté, et en fait c'est un film fantastique, un western fantastique, puisque ce type il vient se venger, c'est un fantôme qui revient se venger, et là on est quand même plus proche d'un esprit à la Corbucci que de Leone. Et là où le film de Clint Eastwood est peut-être le plus proche de Leone, c'est Pale Rider, je pense, dans la réalisation, dans l'hommage aussi. Il fait un hommage à Sergio Leone dans Impitoyable, non ? Oui, Impitoyable aussi, oui, parce que il lui fait une dédicace à la fin, mais sur le plan du style, déjà dans Pale Rider, il y a un aspect plus léonien que dans L'Homme des Hautes Plaines, je trouve. Vous évoquez justement la version française qui diffère un peu. Donc là, c'est un film de Clint Eastwood. Justement, la version française, on a voulu rationaliser cette histoire, mais en fait, si vous regardez bien le film en version anglaise, vous comprenez que c'est un mort-vivant. Il est sorti d'entre les morts. Il est revenu se venger. Alors, justement, c'est l'aspect fantastique. Et d'ailleurs, le dernier plan du film sur la tombe, on le voit bien, on le comprend à la fin. Les Français ont complètement truqué cette histoire. Alors, les distributeurs français qui ont réalisé la version française. Alors, pour autant, justement, vous avez, moi, en tant que fan inconditionnel de la version française, parce que j'étais trop petit pour comprendre et regarder en VO, mais j'ai été bercé au Sergio Leone en VF, et je voulais vous demander ce que vous pensiez du travail qui a été effectué par les grands comédiens français, Jacques Deschamps pour Clint Eastwood ou Georges Atlas. Écoutez, je vais vous dire, moi, j'ai toujours choqué les cinéphiles, parce que vous savez, choquez-nous. La version originale, on n'en sort pas. Moi, je me suis même plus d'une fois disputé avec des collègues réalisateurs sur ce sujet. J'ai dit, écoutez, moi, mes amis, c'est les versions françaises que je préfère. D'abord parce que, Leone venait lui-même à Paris. Il choisissait ses acteurs, c'est lui-même qui supervisait le doublage. Dans la version longue de mon film, vous verrez, il y a une séance de doublage d'Il était une fois la Révolution, où Leone est à Paris, dirige les acteurs. Et je trouve que les voix françaises sont beaucoup plus belles que les voix américaines, quitte à choquer tout le monde. Je trouve que la voix de Jacques Deschamps, c'est une trouvaille absolument magnifique. Il est juste extraordinaire quand il... Bon, après, je vais vous dire, Il était une fois dans l'Ouest, j'aime beaucoup la version anglaise, mais je trouve que les voix de la version française sont formidables. Il est bien choisi. On a vraiment on a à la fois l'élégance, la beauté et il y a la trivialité de Sergio Leone. D'ailleurs, si vous prenez les versions anglaises, italiennes et françaises, les françaises, ce sont les plus triviales au niveau des dialogues. Et c'est plus intéressant, on est plus dans l'esprit paillard et trivial que Leone aimait beaucoup. Et ça, on le retrouve mieux dans les versions françaises. Les versions anglaises sont beaucoup plus soft, beaucoup plus clean. D'ailleurs, à ce sujet, il y a eu des gros problèmes quand Leone est allé aux États-Unis en 1967 pour la distribution de la trilogie des $. Il y a eu un clash au moment du doublage. Ah oui ? Oui, il y avait un clash très fort entre Clint Eastwood et Sergio Leone, et Clint Eastwood ne voulait plus faire le doublage. Et il y a eu un clash terrible, ils ne se sont plus parlé pendant des années à cause de ça. Et d'ailleurs, Clint Eastwood, qui voulait partir, ne voulait pas faire le doublage. Il y avait dans le studio le directeur artistique de la MGM Unité d'artistes, qui était Tom Mankiewicz, qui a pris Clint Eastwood dans un coin et qui lui a dit « Mais dis donc, mon petit père, si tu fais pas le doublage, je te brise ta carrière. » Ah ouais. D'accord. Mais il y a eu un froid pendant toutes les séances de doublage. Il y a eu un froid terrible entre Clint et Sergio. Ils se sont retrouvés beaucoup plus tard, au moment de. Il était une fois en Amérique, mais il y avait un brouillage qui a duré un moment, oui. Alors justement, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse un petit plaisir. C'est pas très très long. C'est sur la piste 11, Mathieu. C'est un petit extrait et pour quelques dollars de plus. C'est très très court, mais on a essayé de prendre un moment, vous savez, où à la fin il compte. Il compte sa prime, hein. On écoute. Oui. On va écouter ça. À tout de suite. 10 000, 12 000, 15 000, 19 000,
21, 25. Et 89. Alors, garçon, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est rien, le vieux. C'est le compte qui n'y était pas. Il en manquait un. Voilà, peu de mots. Vous avez tout l'art, et toute l'ironie de Léon et son cynisme, c'est formidable, ça. Mais comme vous le présentez dans votre documentaire sur Arte, la valeur de la vie humaine, mais c'est des types en fait, ils tirent et après ils discutent. Quand ils discutent. Voilà, dans le western américain, on parle, on tire après. Chez Léon, on tire et on parle. Dans le western américain, on parle, on tire après. Et chez Léon, c'est le contraire. Et moi, j'ai souvenir dans le film, peut-être mon préféré des dollars, et pour quelques dollars de plus, où ils sont Lee Van Cleef et Clint Eastwood. Ils sortent et il y a des types qui sont autour d'eux qui sont prêts à leur tirer dessus. Ils ont juste à les regarder, sortir une arme, tirer sur un truc hyper compliqué à atteindre. Ils visent dans le mille et les types ont tellement peur qu'ils s'en vont. Il a pas dit un mot, il a juste fait une démonstration de force tranquille, quoi. Oui, quand il tire sur les pommes de l'arbre, les petits garçons qui ouais. Oui, c'est formidable cette séquence. C'est formidable. Et dans la baignoire. Pas besoin de dialogue. Il y a une scène, écoutez, Léon, il était comme un gosse quand il faisait des films. Hein. C'est bien raconté dans mon documentaire et Sim Solo le dit. Il y a une séquence absolument révélatrice et pour quelques heures de plus, c'est la séquence nocturne où Clint Eastwood et Lee Van Cleef mènent une joute. Vous vous souvenez de cette séquence? C'est la nuit. Bon, ils se tirent respectivement sur leur chapeau. Ils sont comme deux gosses dans une cour de récréation et vous avez trois gamins qui sont en train d'assister à la scène. Il y a un des gamins qui dit à son copain, t'as vu, ils font comme nous. Là, on est... Pour moi, Léon a retrouvé à travers le western le paradis perdu de l'enfance. Ouais. Et nous, quand on était dans la salle, on était tellement investis dans l'écran, dans l'histoire de Léon, parce qu'il nous a complètement ventousé, complètement vampirisé, on avait l'impression qu'on était nous-mêmes les personnages du film. Et ça, c'est toute la force de Sergio Leone, de son cinéma. Et j'écrivais hier encore que je trouve que les histoires chez Sergio Leone se passent dans les yeux de ces personnages. Et c'est pour ça que l'importance des gros plans est primordiale dans les films de Leone. Vous avez l'impression que le regard du personnage, c'est lui qui vous promène dans l'histoire. Et ça, c'est fantastique comme idée. C'est fantastique. Dans votre reportage, on voit que tout jeune, Sergio Leone, il dévorait les bandes dessinées. Est-ce que cette histoire-là, ce fait-là, a pu influer justement sur son art du cinéma? Ah bah, c'est-à-dire qu'il lisait certaines bandes dessinées, ce qu'on appelait en Italie des fumetti. Et comme je dis dans le film, c'était Mandrake, Flash Gordon, et surtout l'histoire d'amitié entre ces deux petits garçons. C'est surtout ça qui l'a intéressé. Oui, il y a une énorme influence. D'ailleurs, Sim Solo dit dans le film, Léon filmait des fumetti sur grand écran. Oui, tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Alors vous l'avez... D'ailleurs, après, ce qui est intéressant, c'est que la bande dessinée s'est inspirée des cadrages de Sergio Leone. Si vous prenez la plus belle bande dessinée western française qui est consacrée au personnage de Blueberry, de Jean Giraud, regardez les premiers albums qui sont très classiques au niveau des cadrages, et à une certaine époque, vers la mine de l'Allemand perdu, vous verrez les cadrages à la Léon complètement avec les personnages au premier plan, la forme allongée des dessins. Il y a une Léon influencée par la bande dessinée, il y a une espèce d'aller-retour où la bande dessinée finit par être influencée par Sergio Leone, effectivement. Et on peut dire qu'il y a aussi le même phénomène avec le film de samouraï japonais. Léon part d'un film de samouraï japonais, il crée son univers particulier, et après le cinéma japonais et tout le cinéma de Hong Kong récupère tout le style de Sergio Leone. Ouais, exact. Et c'est extraordinaire, il y a un phénomène d'aller-retour culturel comme ça qui est fantastique. Il serait très intéressant à étudier dans un essai sur le cinéma. Vous avez eu la chance de le rencontrer ? Oui, j'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois, oui. Et alors, je vous demanderai pas dans quelles conditions, mais est-ce qu'il y aura une anecdote ou deux ? Comment ça s'est passé ? Ça a matché entre vous ?
Pardon, ça a marché tout de suite parce que bon, on a eu une histoire assez loufoque tous les deux. Et puis moi je lui ai présenté parce que moi j'écrivais déjà, je faisais des petits cahiers dans lesquels je collais des photos, des affiches et j'écrivais un peu des notes très très succinctes. Et puis finalement, j'ai eu l'audace d'aller lui présenter l'un de ses cahiers qui s'appelait Il était une fois le bonheur de filmer. Ça lui a beaucoup plu. Il en a lu quelques extraits. Et il m'a dit alors maintenant vous allez vous m'expliquer pourquoi vous avez voulu choisir d'être monteur de film. Je lui ai dit c'était à force de regarder vos films en boucle. Il m'a dit expliquez-moi pourquoi vous trouvez qu'il y a quelque chose de particulier dans le montage de mes films. Et timidement, je lui ai donné mes impressions. Il était assez surpris que j'ai pu faire déjà cette lecture-là. Voilà, ça s'est très très bien passé entre nous. On a parlé beaucoup de montage, effectivement. Il m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas choisi d'être réalisateur? Je dis, non, parce que le montage de vos films m'a tellement impressionné et j'ai eu des électrochocs à chaque fois que j'ai choisi de me retrouver derrière une table de montage. Voilà, et j'ai eu la chance qu'il me présente son monteur. Il était venu à Paris avec son monteur pour monter une publicité pour Renault. Ah oui, c'est vrai qu'il a fait de la pub. Il a fait de la pub. Un grand moment pour moi. Il a fait de la pub, Sergio Leone. Oui, il a tourné des publicités. Oui, il prenait autant de plaisir à tourner des publicités que des westerns, même si les plans en publicité sont plus courts. Oui, mais alors c'est ça le problème, c'est que dans la durée, les films de Sergio Leone, il était incapable de faire un court-métrage. C'est-à-dire que son assistant Giancarlo Santi m'a dit Sergio, avec un film on pouvait en faire 5. Il avait une boulimie, c'était un épicurien de l'image. Il tournait beaucoup. D'ailleurs, dans la version longue de mon documentaire, vous verrez son scénariste Sergio Donati qui raconte qu'il était d'une fois dans l'Ouest. Il était obligé d'aller sur le tournage et de couper au moins 40 minutes parce que le film aurait pu faire 4 heures. Oui, mais alors la durée c'est important parce que vous en parlez aussi dans le reportage. Il s'est un peu fait bananer par les Américains sur l'histoire des durées parce que quand il était une fois en Amérique, le film, si je ne m'abuse, il fait plus de 4 heures, je crois. Et les Américains vont le sortir à 2 heures, c'est ça ? Le montage initial faisait 4h20. Ouais, ça a posé un problème aux Américains. Ils ont dit, alors on va peut-être le sortir en 2 parties. L'on a dit, oui, pourquoi pas, vous le sortez en 2 fois, comme ça a été fait pour 1900 de Bertolucci. Mais les Américains disaient, oui, mais le problème, c'est que la législation aux États-Unis, on peut pas sortir les 2 parties en même temps. Léon, il a dit, c'est pas possible, on peut pas sortir un film au mois d'août et puis après le sortir en décembre. Il faut que ça sorte. Donc finalement, il y a eu une espèce de compromis. Et puis Léon est arrivé à une version de 3h40 qui lui était plutôt satisfaisante, il faut le dire, mais les Américains, sans lui dire, ont remonté le film dans son dos, dans une version de 2 heures, où ils ont démonté tous les flashbacks, c'est-à-dire qu'ils ont reconstruit le film dans une évolution linéaire, ce qui était totalement hérétique par rapport à Léon, donc tout son film était détruit. Et les Américains ont sorti cette version en salle aux États-Unis, ça a été un échec, et le film a eu un énorme succès en Europe dans sa version satisfaisante pour Léon. Et après, les Américains ont détruit cette copie qu'ils avaient abîmée. Ils ont sorti le film dans sa version de 3h40 aux États-Unis, ça a été un succès. Mais vous savez, tous les films de Sergio Leone ont été charcutés par les Américains. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis au début du film, au début de mon documentaire, je m'appelle Sergio Leone, je fais de la mise en scène de films qui sont toujours coupés. Oui. Voilà, les seules vraies versions les plus longues, pendant longtemps, ça a été les versions françaises et italiennes, mais les versions anglaises pour la Grande-Bretagne ou les versions américaines ont toujours été coupées. Il était une fois dans l'Ouest, ça a été remonté dans le dos de Léon. Aussi. Il n'y a pas seulement... D'ailleurs, prenez aussi Il était une fois la Révolution. Le dernier flashback à la fin, avant que James Coburn meure, il a été coupé dans les versions anglaises. Il n'existe pas. Mais en termes de box-office, c'est un peu la même chose. Il a mieux marché en Europe qu'aux États-Unis, en règle générale. Aux États-Unis, ce qui a très bien marché, c'est la trilogie des dollars, surtout. Oui. Quand la trilogie des dollars est sortie aux États-Unis, ça a très bien marché parce que ils ont sorti les films l'un à la suite des autres et ça a été un gros succès. Après, Il était une fois dans l'Ouest, la première sortie a été un échec. La Révolution, ils n'ont pas beaucoup aimé le film et Il était une fois en Amérique, vous connaissez le désastre, quoi. Non, c'est en Europe. En France, le plus gros succès de Léon, Il était une fois dans l'Ouest, avec près de 14 millions d'entrées. 13, je crois, pour les Allemands et 10 pour les Espagnols. Alors, c'est en Italie qu'il a le moins bien marché, Il était une fois dans l'Ouest, oui. Il a bien marché, mais moins bien, oui. Jean-François, on arrive tranquillement vers la fin de cette émission. Alors malheureusement, ça passe très très vite. Oui, parce qu'on pourrait
pourrais parler pendant des heures. Et oui, et j'ai encore une ou deux questions, et parce que Sergio Leone c'était aussi un producteur. Personnellement, j'adore Mon nom est personne, Un génie, deux associés, une cloche. Je trouve que Terence Hill n'a jamais été aussi bon que dans ces deux chefs-d'œuvre. Pour moi, c'était quel producteur, Sergio Leone? C'est un producteur qui connaissait parfaitement bien les mécanismes du cinéma. Et c'était quelqu'un qui était très généreux. C'est-à-dire que quand un réalisateur voulait certains moyens techniques, Leone, il les donnait. Tonino Valeri qui voulait des grues, des travelling, Leone n'a jamais été avare sur les demandes de ses réalisateurs. Lui, il voulait que le film soit le mieux possible. Si le film avait été mauvais, il l'aurait jamais sorti. Donc il donnait, il savait lire les scénarios, il savait conseiller les réalisateurs, et il leur donnait tous les moyens possibles pour que les films soient très bons. Et effectivement, là-dessus, tous les réalisateurs qui ont travaillé avec lui, et même Carlo Verdone, ont été très satisfaits de travailler avec lui, parce que non seulement comme réalisateur, il connaissait les mécanismes de réalisation, mais il connaissait les mécanismes de production. Et il ne s'insérait jamais dans le travail artistique des réalisateurs, sauf s'il y avait des problèmes, comme il y a eu un peu des problèmes sur Mon nom est personne. Il y a eu des soucis, et d'ailleurs Sergio Leone a été obligé de tourner des séquences du film, plusieurs séquences. D'accord. Là aussi, il y a eu beaucoup de légendes qui ont été racontées sur le tournage de Mon nom est personne. Il faudrait prendre plusieurs minutes pour raconter. Ouais, il y en a plein. On va pas pouvoir tout citer. Il y a une légende qui dit que Sergio Leone aurait contacté Belmondo pour jouer à la place de Charles Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest. Il y a l'histoire du fait que... Excusez-moi Jean-François. Oui, excusez-moi, mais... J'ai jamais entendu parler de ça. Ce que je sais, par contre, c'est que Sergio Leone voulait filmer le roman de Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit. Adaptation Michel Audiard et rôle principal Belmondo. Ça, c'est vrai. Bon, le projet s'est jamais fait, mais ça, c'est vrai que Leone voulait absolument Belmondo pour jouer le personnage de Voyage au bout de la nuit. Et Sergio Leone, réalisateur du Parrain. Ça a été, c'est vrai ça. C'est-à-dire que Sergio Leone, il avait été contacté pour tourner Le Parrain. Il a lu le livre, il a trouvé le livre très 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 mauvais. Et malheureusement, on lui avait donné une mauvaise traduction du roman. Et après, il a regretté. Il aurait bien aimé le faire. Et d'ailleurs, parmi les trois films, Leone préférait le deuxième épisode, qui était le plus proche de son style, ce qui est vrai d'ailleurs. Voilà, mais c'est vrai, on lui avait proposé Le Parrain, effectivement. Mais il avait eu une mauvaise traduction du livre qui lui avait pas plu. Jean-François, j'ai une question. Est-ce qu'on a une idée où se trouve l'harmonica de Bronson dans Il était une fois dans l'Ouest aujourd'hui? Personne ne sait, il a disparu. Peut-être qu'il a été volé. Je pense qu'il a été volé, moi. Ouais. Il y a quelqu'un, un collectionneur fou qui doit l'avoir chez lui et qui l'a mis dans un coffre-fort ou sous une vitrine avec multiples cadenas, je crois. C'est possible, hein. C'est possible, il a été perdu, je crois. On va arrêter. Vous savez, il y a des fétichistes hein, dans le monde des cinéphiles. Hein. En tous les cas, c'est pas moi qui l'ai. Hein. C'est ça, ouais. Si Jean-François, vous l'avez, dites-le. Jean-François Girey, on a passé un moment vraiment superbe avec vous. Merci pour le temps que vous nous avez accordé. Simplement, votre actualité, c'est ce reportage sur Arte qui s'appelle Sergio Leone, une Amérique de légende. Le film est 53 minutes. Voilà, et vous allez avoir au mois de mai une sortie en DVD Blu-ray combo de la version longue du film qui fait 72 minutes, où vous avez donc 20 minutes de plus, et qui pour moi est la version la plus satisfaisante. J'ai un peu tendance à être comme Sergio, à aimer les films longs. Vous aviez parlé aussi d'une bande dessinée, c'est ça ? Il y aura une bande dessinée qui est scénarisée par Noël Simsolo et par un dessinateur dont malheureusement j'ai oublié le nom, et c'est une biographie romancée de Noël Simsolo qui a bien connu Sergio Leone puisqu'ils ont été amis dans plus de 15 ans et donc vous pouvez lui faire confiance. Et il y a une petite surprise dedans, il y a un personnage qui est un fan, il paraît qu'il se serait inspiré de moi. Bon bah voilà. Sortie du DVD au mois de mai, de la bande dessinée au mois de mai. Et autre dernière petite actualité, j'ai un ami qui prépare une grande soirée spéciale pour la sortie d'Il était une fois dans l'Ouest en 1969. Il y aura un hommage à Paris avec projection du film, table ronde avec Simsolo et moi, et il y aura la présence de Claudia Cardinal aussi. Excellent. Ça sera communiqué un peu partout. Il y aura Mickaël à tous les coups. Ah ouais, Mickaël sera là. Je viens de m'évanouir.
2019 est encore une année Léon, voilà. Alors foncez-y dès que ça sera effectivement en route. Et puis là, vous avez en attendant la Cinémathèque à Paris qui vous propose jusqu'au 27 janvier 2019. Voilà, très belle exposition. Très belle exposition. Sur très Sergio émouvant. Leone. Et là, on va faire un petit coup de promo pour nos collègues de West Track, puisque Popsy, les émissions Popsy et Ciné Club ont organisé la projection exceptionnelle le vendredi 1er mars à 20h15 de Il était une fois dans l'Ouest, en version originale sous-titrée, Jean-François. 2h55 le film, la durée, et ça sera au cinéma Lézard, donc à Montivilliers. Donc on est ravis que nos collègues de la radio aient programmé dans leur, on va dire leur film chéri, je crois, ce Sergio Leone, le must du must dans ce qui concerne le western, on peut dire ça? Il n'y a pas meilleur? Oui. D'ailleurs, les Américains disent que il compte parmi les 10 meilleurs westerns jamais réalisés. Et ils n'ont pas tort. C'est évident. On va vous remercier, Jean-François. Juste une dernière question, mais très très rapidement. Si vous pouvez me faire une réponse, Jean-François, très rapidement. Aujourd'hui, Sergio Leone, quelqu'un a pris le relais? Il y a du monde encore derrière lui de son niveau ou pas, pour vous? Oui, on pourrait dire quand même qu'il y a des cinéastes comme Martin Scorsese qui ont une admiration sans borne pour Leone et qui ont été vraiment influencés très positivement par le cinéma de Sergio Leone. Oui, pour moi ce serait le seul. Je suis désolé pour ceux qui estiment que c'est Monsieur Tarantino, mais je suis pas tout à fait sur cette longueur d'onde-là. Moi je dis c'est Monsieur Martin Scorsese à tous les niveaux, dans l'intelligence de la mise en scène, le traitement de la violence et puis il faut pas oublier que Martin Scorsese est italo-américain. Donc il y a une filiation aussi. Bah écoutez, merci infiniment Jean-François. Merci pour ce temps que vous avez accordé. Avec plaisir. On va se quitter sur une musique Ecstasy of Gold. La musique phénomène ou j'allais dire tout court. Voilà, Oui. on atteint moi je trouve qu'on atteint l'apothéose de la collaboration Leone-Morricone. Il y a une montée en puissance du lyrisme absolument extraordinaire. Et c'est donc Tuco Elivala qui est à la recherche de cette fameuse tombe. Carson, c'est ça, le soldat Carson? Voilà, Bill Carson. Et comme disait Clint Eastwood, eh bien, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, puisqu'à la fin de cette séquence, ils creusent. Merci Jean-François Giré. Merci Jean-François. Merci, à bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Quant à nous, on se retrouve sur West Track Radio dans 15 jours. Alors, je n'ai pas en tête la date, mais 14 et 7, ça fait le lundi 21 janvier. Merci messieurs. On se retrouve le lundi 21 janvier Déjà, il est bon en maths, 2019 pour Je vous demande de vous arrêter. D'ici là, bonne continuation et à bientôt. Continuez à écouter West Track. Ciao. Bisous. Ciao. Ciao.